Je m'appelle Chloé Dubois, et j'ai 25 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru qu'être la forte de la famille était un compliment. Cela signifiait que j'étais celle sur qui les gens pouvaient compter, celle qui maintenait les lumières allumées, celle qui ne causait jamais de problème. Je n'ai réalisé que bien plus tard que parfois, être la forte signifie simplement que tout le monde se sent en droit de s'appuyer sur vous jusqu'à ce que vous ne sentiez plus vos propres jambes. Je ne pensais pas que demander à célébrer mon 25e anniversaire chez mes parents serait le début de quelque chose d'irréversible. Les choses d'avant me manquent, ou du moins la façon dont je m'en souvenais quand j'étais plus jeune. Mes tantes qui riaient trop fort dans la cuisine. Mon oncle, planté sur le porche, prétendant détester être là tout en savourant secrètement chaque seconde. Mes cousins et cousines qui criaient les uns par-dessus les autres comme si nous étions tous piégés dans une sitcom dysfonctionnelle sans réalisateur pour crier « Coupez ». Je voulais une soirée où je pourrais replonger dans ce chaos et sentir qu'il m'appartenait à nouveau. Alors, j'ai proposé de tout payer. La nourriture, les décorations, les boissons, le gâteau, absolument tout. Cela me semblait être un échange équitable. Ils me donnaient la maison et les gens, je couvrais les frais. Je voulais juste une soirée où je ne serais pas celle qui tenait tout ensemble en silence. Une soirée où je serais plus que l'échafaudage invisible qui soutenait tout le monde. C'était mon idée, mon invitation, ma fête. Du moins, c'est ce que je me suis dit en y allant en voiture. Mais quand je suis entré, la première chose que j'ai remarquée, c'est que ma sœur, Camille, avait pris la place où je m'asseyais toujours. La place au bout de la table, avec vue sur toute la pièce. La place que tout le monde savait être la mienne, même si personne ne l'avait jamais dit à voix haute. Elle était déjà installée là, penchée en arrière comme si la soirée lui appartenait, une main enroulée autour d'un verre, l'autre s'agitant tandis qu'elle racontait une histoire animée. Les gens étaient tournés vers elle, les yeux chaleureux, les visages ouverts comme si elle était l'invitée d'honneur. Je me suis arrêté une seconde, pensant que c'était peut-être une blague. Que quelqu'un allait rire et lui dire de bouger. Ou que ma mère me remarquerait, debout là, et dirait « Oh, Chloé est là. C'est sa place. » Mais personne ne l'a fait. Camille m'a vu, m'a lancé un sourire éclatant, prêt pour la photo, et a continué à parler. Quand j'ai finalement posé la question, sans agressivité, juste confuse, ma mère n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Elle a fait défiler l'écran avec son pouce et a marmonné, laisse-la profiter de son moment. Tu en as eu assez. Ces mots m'ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. Tu en as eu assez. Assez de quoi? Assez d'attention? Assez d'anniversaire? Assez d'une vie que j'avais bâtie principalement par moi-même? Je suis resté là, à fixer le profil de son visage, réalisant qu'elle ne plaisantait pas. C'est moi qui paie leur facture d'électricité depuis 3 ans. C'est moi qui ai aidé Camille à payer son loyer quand elle a décidé de suivre ses rêves et de quitter son travail sans autre plan qu'une vague idée d'être une créative. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Ni argent, ni service, ni même de la gratitude. Je pensais que cette soirée serait peut-être la seule chose qui ne me coûterait rien. Apparemment, je m'étais trompé. Le dîner a été gênant dès le début. Mon petit ami, Léo, a fait de son mieux pour détendre l'atmosphère. Il a fait quelques blagues, a demandé à mon oncle des nouvelles de son travail et a essayé d'entraîner mon père dans une conversation sur le sport. Quand il s'est tourné vers Camille, il a même complimenté sa robe, en disant que la couleur lui allait bien. Elle a souri et a lissé le tissu, puis a dit, elle vient de la nouvelle ligne de créateurs dans laquelle j'ai réussi à entrer. Les avantages d'être la préférée, n'est-ce pas? Quelques personnes ont ri. Léo non. Moi non plus. La blague n'en était pas vraiment une, et tout le monde à cette table le savait. Mais nous avons continué à manger, en prétendant que tout allait bien. C'était la règle tacite dans ma famille, faire semblant que tout va bien jusqu'à ce que quelqu'un craque. La situation n'a fait qu'empirer au fil de la soirée. Camille s'est lancée dans un long monologue sur un nouveau projet dans lequel elle était impliquée. Un discours vague de start-up, plein de mots à la mode, mais peu de détails. Quelque chose à propos d'être directrice de la création, ce que quiconque la connaissait bien comprenait comme un euphémisme pour dire « au chômage avec un compte Instagram ». Elle n'arrêtait pas de lancer de petites piques dans ma direction sans prononcer mon nom. Comment certaines personnes essaient d'acheter le bonheur sans jamais le trouver? Comment d'autres ont simplement une énergie qui attire les opportunités? Chaque fois qu'elle disait quelque chose comme ça, il y avait une petite vague de rire. Je ne savais pas s'ils riaient de moi ou s'ils étaient simplement trop mal à l'aise pour ne pas le faire.
Léo m'a jeté quelques regards de l'autre côté de la table, prenant de mes nouvelles sans mots. Je sentais une chaleur monter dans ma poitrine. Pas le genre de chaleur qui vous fait exploser, mais celle qui brûle lentement et profondément. Celle qui vous change. Puis est arrivé le gâteau. Je l'avais commandé moi-même. Un gâteau au chocolat à étage, exactement comme je l'aimais quand j'étais enfant, avec un glaçage simple et mon nom écrit dessus. Quand ils l'ont apporté, Camille s'est carrément levée et a applaudi comme une enfant devant un feu d'artifice. Elle s'est penchée sur la table, les yeux brillants à la lueur des bougies, et pendant un instant, on aurait dit qu'elle croyait que le gâteau était pour elle. Ma mère a souri, a vraiment souri pour la première fois de la soirée. Elle a posé une main sur mon épaule, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'elle allait peut-être pousser le gâteau vers moi et dire quelque chose comme « Vas-y, fais un vœu ». Au lieu de ça, elle a dit « Pourquoi ne laisses-tu pas Camille souffler les bougies juste pour le plaisir ?» Elle apporte l'énergie. C'est comme une tradition maintenant. Et voilà encore. Énergie, préféré, tradition. Des mots qui semblaient inoffensifs si vous n'étiez pas la personne contre qui ils étaient utilisés. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas dit un mot. J'ai regardé mon propre gâteau d'anniversaire s'éloigner de moi. J'ai regardé ma sœur se pencher et prendre une profonde inspiration, comme si elle était sur le point d'avaler la pièce entière. Tout le monde a fait le décompte ensemble, riant, applaudissant, les téléphones sortis pour enregistrer le moment. Puis Camille a soufflé mes bougies. Quelque chose en moi est devenu très, très silencieux. Pas engourdi, pas vide, juste immobile. Comme l'instant juste avant qu'une tempête n'éclate enfin. Je me suis levé sans faire de scène. Ma chaise a raclé doucement le sol, noyée par les applaudissements. Personne n'a remarqué. Je suis monté dans mon ancienne chambre et j'ai fermé la porte pour ce que je savais, au fond de moi, être la dernière fois. Quelques minutes plus tard, Léo s'est glissé derrière moi. Il n'a pas frappé. Il n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il n'a pas dit « Tu es sûr que tu ne réagis pas de manière excessive ». Il a simplement pris son sac, m'a tendu le mien, et a pris ma main. Nous avons descendu les escaliers ensemble comme des fantômes errant dans la fête de quelqu'un d'autre. Personne n'a essayé de nous arrêter. S'ils l'ont remarqué, ils ont fait semblant de ne pas le faire. Alors que nous nous éloignions en voiture, mon téléphone s'est illuminé de messages. Certaines personnes étaient confuses. D'autres semblaient agacées. D'autres encore étaient simplement déçus. Mais pas de moi, d'eux. De ce qu'ils avaient vu et de ce qu'ils n'avaient pas fait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Léo est resté à mon appartement. Nous avons parlé jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir, tournant en rond autour des mêmes questions. Depuis combien de temps était-ce comme ça? Quand avais-je accepté ce rôle? Pourquoi supposait-il toujours que je continuerais à payer, à être présente, à sourire pendant qu'il donnait ma place à quelqu'un d'autre? Au matin, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était plus seulement de la déception. C'était de la résolution. Une résolution calme et tranchante. Ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était moi qui payais le loyer de Camille depuis tout ce temps. 5 400 € jusqu'à présent. Son propriétaire n'avait même pas son numéro, seulement le mien. Chaque premier du mois, le rappel m'arrivait. Chaque fois qu'elle publiait une nouvelle photo sur le thème « Vivre son rêve », c'est mon compte en banque qui s'assurait que ses lumières restaient allumées. Et le mois d'août approchait. Je ne l'avais pas oublié. Cette nuit-là, pendant que Léo dormait, j'ai fixé le plafond et j'ai réalisé que j'en avais fini. Fini le loyer, fini de couvrir ses arrières, fini la générosité de grande sœur déguisée en devoir. J'ai pris mon téléphone, ouvert la conversation avec le propriétaire de Camille, et pour la première fois depuis des années, j'ai su exactement ce que j'allais faire quand son prochain texto arriverait. Et cette fois, ce ne serait pas pour elle. Le mois d'août est arrivé plus vite que prévu. Les jours suivant mon anniversaire se sont fondus dans un flou de silence gênant. Personne n'a pris contact. Ni mes parents, ni Camille. Pendant 2 jours, mon téléphone est resté obstinément silencieux, comme si toute la famille avait collectivement décidé que la meilleure réponse à ce qui s'était passé était de prétendre que cela n'avait pas eu lieu. Puis, en milieu de semaine, un texto de ma mère est apparu comme si de rien n'était, « J'espère que tu vas bien. Je t'aime. » Un petit cœur rouge à la fin, comme si c'était une prise de nouvelles décontractée et non le suivi de l'une des soirées les plus humiliantes que j'avais vécues depuis des années. Je l'ai fixé pendant un moment, le pouce planant sur l'écran,
puis j'ai posé mon téléphone face contre table et je n'ai jamais répondu. Ce sont les personnes auxquelles je ne m'attendais pas qui m'ont fait réaliser que je n'avais rien imaginé. Tante Rose a appelé. Elle a dit qu'elle n'avait jamais rien vu d'aussi tordu, que Camille se pavanait comme si elle était la star de sa propre émission de télé-réalité, et que nous autres n'étions que des accessoires. Elle m'a dit qu'elle avait failli partir quand ma mère a dit que j'en avais eu assez. Puis Julien, mon cousin qui ne parle presque à personne, a appelé pour dire que j'avais tout à fait le droit de partir. Qu'il avait pensé à faire de même quand Camille avait fait cette pique sur les gens qui essaient acheter le bonheur. Même oncle Pierre, qui ne prend jamais parti, m'a dit qu'il était rentré tôt parce qu'il ne supportait pas la façon dont tout le monde faisait semblant que c'était normal. Apparemment, après notre départ, à Léo et moi, l'atmosphère dans la pièce a changé. Les rires sont devenus forcés. Les gens ont commencé à se regarder les uns les autres, à regarder ma chaise vide, à regarder Camille posée devant le gâteau qui n'était pas le sien. Pendant des années, notre famille avait tourné autour du pot. Cette nuit-là, l'éléphant dans la pièce est monté sur la table et a fait un numéro de claquettes. Camille, bien sûr, est restée complètement silencieuse. Pas de texto, pas d'appel, pas d'excuses. Au lieu de cela, elle a publié des photos de la fête. Chaque photo était centrée sur elle. L'une était légendée, l'énergie attire l'énergie. Une autre, votre succès est la menace de quelqu'un d'autre. Le niveau d'illusion aurait été drôle s'il n'avait pas été bâti sur mon épuisement. Puis la date que j'attendais est arrivée. Le 1er août. Le propriétaire de Camille m'a envoyé un texto, comme une horloge, vous envoyez le paiement de ce mois-ci? Ce n'était jamais son paiement, toujours le mien. Il n'avait pas son numéro. Le bail avait été géré par mon intermédiaire depuis le début parce que c'est ce que je fais, n'est-ce pas? Je gère les choses. J'ai fixé le message un long moment. Mon reflet me regardait dans le verre sombre de l'écran de mon téléphone. Pas cette fois, ai-je tapé en retour. Elle devra s'en occuper elle-même à partir de maintenant. Il a répondu presque instantanément, vous êtes sûr? J'ai pensé aux bougies sur ce gâteau. Au sourire narquois de Camille. À la voix de ma mère me disant que j'en avais eu assez. J'ai pensé aux 5400 € que j'avais discrètement versés pour le loyer de Camille, mois après mois, pendant que tout le monde applaudissait sa carrière imaginaire. Oui, ai-je répondu. J'en suis sûr. Il a dit qu'il la préviendrait. Je lui ai dit, bonne chance. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai expiré longuement, d'une manière tremblante, comme si j'avais retenu ma respiration pendant 3 ans et que je venais seulement de m'en rendre compte. Les retombées n'ont pas tardé. 1 heure plus tard, Camille m'a envoyé un texto. Une ligne, pas de salutation, pas de ponctuation, juste, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas répondu. Le texto suivant est arrivé plus vite que le précédent. Puis mon téléphone a commencé à vibrer sous les appels. Camille, puis ma mère, puis mon père, encore et encore, l'un après l'autre, s'empilant en une liste désordonnée d'appels manqués qui donnait à mon écran l'air d'une alarme déréglée. Léo a regardé mon téléphone vibrer sur la table et a demandé, ça va? Oui, ai-je dit, et pour la première fois, j'ai presque cru que c'était vrai. Nous sommes allés manger des hamburgers ce soir-là. J'ai laissé mon téléphone dans mon sac, en silencieux. Nous avons mangé. Nous avons parlé de travail. Nous nous sommes disputés en plaisantant sur les frites. Chaque fois que mon esprit essayait de revenir au message de Camille, je le forçais à se concentrer sur le goût de la nourriture, le son du rire de Léo, le soulagement tranquille de ne pas être responsable de la crise de quelqu'un d'autre. Le lendemain, Léo a brandi son téléphone au petit déjeuner. Il faut que tu vois ça, a-t-il dit. Dans la story de Camille, son appartement était à moitié vide, des cartons empilés contre le mur, des vêtements en tas. La légende, repartir de zéro. Un petit émoji de redémarrage triste ajouté à la fin. J'ai presque ressenti quelque chose. Presque. Mais ce n'était pas de la culpabilité. C'était plus proche d'une sorte de clarté sinistre. Voilà à quoi ressemblait vraiment un nouveau départ, quand il n'y avait personne derrière vous pour amortir chaque chute. Le jeudi, tante Rose m'a de nouveau envoyé un message. Elle n'a pas pris de gants. Apparemment, Camille avait été expulsée. Le propriétaire lui avait donné quelques jours pour déménager, puis avait changé les serrures. La nouvelle s'est répandue dans la famille comme toujours, discrètement, efficacement, avec un mélange de pitié et de commérage. Quand les gens ont commencé à demander ce qui s'était passé,
Les fissures dans l'histoire de Camille ont enfin commencé à apparaître. Ma cousine Zoé m'a envoyé un texto, « Tu payais vraiment son loyer pendant tout ce temps ?» Ouais, ai-je répondu. 5 400 € au total. Elle a renvoyé un emoji stupéfait, puis a dit, Camille a dit à tout le monde qu'elle avait un contrat dans le design, qu'elle était occupée avec des clients. Elle ne possède même pas d'ordinateur portable, ai-je répondu. Il y a eu une longue pause après ça. J'ai imaginé Zoé fixant son écran, se remémorant chaque explication vague que Camille avait donnée sur ses projets, chaque fois que mes parents s'étaient vantés de sa carrière créative tout en survolant soigneusement les détails. Ce fut le premier véritable effondrement, le moment où les gens ont cessé de prendre les histoires de Camille pour argent comptant et ont commencé à faire le lien. Elle n'avait pas seulement des difficultés, elle avait menti, et mes parents l'avaient aidé à maintenir le masque en place. Mon père a de nouveau appelé le soir où Camille a réemménagé chez mes parents. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Plus tard, la curiosité l'a emporté, et j'ai écouté. Sa voix était fatiguée. Tu sais, elle n'est pas forte comme toi, a-t-il dit. Elle ne peut pas gérer ces choses comme tu le peux. Comme si cela expliquait tout. Comme s'il était évident que je devais continuer à porter tout le monde parce que j'en étais capable. Je suis resté assise, mon téléphone à la main, en pensant à cette phrase. Pas forte comme toi. Il l'a dit comme une excuse, pas comme un compliment. Comme si être forte signifiait que j'étais obligé de les laisser continuer à prendre de moi jusqu'à ce que je craque. Cette semaine-là, d'autres membres de la famille ont pris contact. Des gens qui n'avaient jamais dit un mot auparavant avaient soudain des histoires à raconter. Ils m'ont parlé de choses que j'ignorais. Comment mes parents se vantaient de la carrière de Camille lors des réunions de famille, mais devenaient étrangement vagues dès que quelqu'un demandait des détails. Comment Camille avait emprunté de l'argent à Rose l'année dernière et ne l'avait jamais remboursé. Comment ma mère avait dit un jour à quelqu'un que ça ne me dérangeait pas d'aider parce que je m'en sortais bien. Il devenait évident que le masque se fissurait, et Camille sentait le courant d'air. Elle ne m'a plus envoyé de textos, mais elle publiait moins souvent. Ses légendes sont devenues plus discrètes, moins suffisantes. C'était comme si elle sentait l'air changer autour d'elle, la façon dont les gens commençaient à la regarder avec autre chose qu'une admiration sans critique. Je suis restée calme. Je suis restée silencieuse. Pas parce que je m'en fichais, mais parce que pour la première fois, je ne me précipitais pas pour arranger quoi que ce soit. Je laissais la vérité faire son propre travail. Puis tante Sylvie a appelé. Elle n'appelle presque jamais, sauf si quelqu'un est à l'hôpital ou pire. Elle n'a pas tourné autour du pot longtemps. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt, a-t-elle demandé. Pourquoi as-tu continué à payer? Je lui ai dit la vérité. Je pensais aider quelqu'un qui avait juste besoin de temps pour trouver sa voie, ai-je dit. Je pensais que si je lui offrais des atterrissages en douceur, elle finirait par apprendre à se tenir debout. Des atterrissages en douceur, a répété tante Sylvie doucement. Chaque fois que tu lui en as offert un, elle s'en est servie comme d'un trampoline. Puis elle m'a dit quelque chose que j'ignorais. Quelques mois auparavant, Camille avait raconté à leur côté de la famille qu'on lui avait offert un poste de directrice de la création dans une autre ville. Il y avait eu un dîner d'adieu. Il lui avait acheté des cadeaux. Elle avait pleuré, serré tout le monde dans ses bras, promis de rendre visite. Puis elle n'est tout simplement pas partie. Plus tard, elle leur a dit que l'entreprise l'avait ignorée. Elle n'a jamais eu d'offre, n'est-ce pas, a dit tante Sylvie. Non, ai-je dit. Elle n'a même jamais postulé. C'est à ce moment-là que tout a explosé. Tante Sylvie est restée silencieuse au bout du fil, et je pouvais entendre la déception plus que toute colère. Il ne s'agissait pas seulement du mensonge de Camille. Il s'agissait de la durée pendant laquelle tout le monde avait accepté de faire semblant. Les gens ont commencé à confronter mes parents, leur demandant pourquoi ils laissaient Camille vivre comme ça, pourquoi ils la laissaient voler l'attention, l'argent, la sympathie, pourquoi ils la regardaient vider mes efforts de leur substance tout en applaudissant ses performances. Quand mes parents n'avaient pas de bonnes réponses, ces questions se sont tournées vers moi. Cette fois, je n'ai pas comblé le silence pour eux. Je ne me suis pas précipité pour protéger qui que ce soit de la vérité. J'ai simplement laissé les faits parler d'eux-mêmes. Camille avait été expulsée. Elle avait menti. J'avais arrêté de payer. Et mes parents avaient permis tout cela. Un soir, après une autre série de textos de parents éloignés, je me suis assise à la table de ma cuisine, l'appartement silencieux autour de moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable,
je me suis connecté au compte de carte de crédit partagé de mes parents, celui que je couvrais depuis des années. Il était censé être réservé aux urgences. Le solde du dernier mois clignotait devant moi en chiffres nets et indifférents, près de 1100 €. Des visites au spa, des plats à emporter, des achats en ligne aléatoires. Ma mère avait acheté un miroir sur pied qui coûtait presque 360 €. Pendant une seconde, j'ai juste fixé l'écran, la liste des dépenses empilées les unes sur les autres comme une tour construite avec ma patience. J'ai réalisé que Camille n'était pas la seule à flotter au-dessus des conséquences. Et j'ai aussi réalisé que j'en avais fini de soutenir tout le monde. J'ai fixé le relevé de carte de crédit jusqu'à ce que les chiffres commencent à se brouiller. Un mois de plaisir déguisé en nécessité. Des visites au spa étiquetées, juste pour prendre soin de soi. Des frais de plats à emporter empilés 3 par jour, comme si cuisiner était devenu un mythe ancien. Un miroir sur pied à 360 € dont ma mère avait dû se convaincre qu'elle avait besoin. Besoin. Ce mot résonnait différemment maintenant. Pendant des années, j'ai cru qu'ils avaient besoin de moi. Besoin de mon aide, de ma stabilité, de mon salaire. Mais la vérité était plus simple et bien plus laide. Ils n'étaient pas dans le besoin. Ils se sentaient en droit de tout avoir. Et ce sentiment n'a pas de limite. J'ai fermé le compte sans préavis. Pas de texto, pas d'appel, pas d'explication, juste un clic qui a refermé la porte sur des années d'obligations tacites. Puis j'ai transféré toutes mes économies sur un nouveau compte privé, un compte auquel ils ne pouvaient pas accéder, ni fouiner, ni emprunter via d'anciennes options de remplissage automatique enregistrées. C'était la première fois que je me protégeais financièrement de ma propre famille. Le sentiment était étrange, entre le deuil et le soulagement, comme si je sortais enfin d'une pièce en feu dans laquelle je ne savais pas que je vivais. Cette nuit-là, mon père a de nouveau appelé. J'ai laissé sonner, puis l'appel est allé sur la messagerie vocale. Comme avant. Même silence de ma part. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas demandé comment j'allais. Tout ce qu'il a dit, c'est « Tu as fait valoir ton point de vue, mais c'est toujours ta famille. » Je n'ai pas pris la peine de répondre. Je ne savais pas quelle partie m'insultait le plus, le fait qu'il pense que c'était juste un point de vue que je faisais valoir, ou qu'il croyait que le fait d'être une famille justifiait de m'utiliser comme une infrastructure. 2 jours plus tard, c'était l'anniversaire de Camille. Un samedi humide qui semblait lourd avant même le lever du soleil. Je n'y ai pas prêté attention. Pas de texto, pas de cadeau, pas de sourire forcé. Mais je savais que la fête avait lieu. Le même groupe qui s'était présenté à ma soirée désastreuse serait là, trinquant et prétendant que rien de ce qui s'était passé ces 2 dernières semaines n'avait explosé. Je les imaginais réutiliser les mêmes décorations, recycler les mêmes blagues, ignorer les mêmes fissures dans les murs. Léo et moi sommes montés en voiture et avons conduit 2 heures jusqu'à un lac que nous aimions. Nous avons pris une chambre dans un petit Airbnb tranquille et avons mis nos téléphones en silencieux. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je me suis senti libre de toute attache. Nous avons passé la journée à ne rien faire d'extravagant, nous promener au bord de l'eau, cuisiner ensemble, nous allonger sur la terrasse, écouter le chant des cigales comme un doux avertissement. Le ciel est devenu doré, puis violet, et j'ai senti mon corps se détendre centimètre par centimètre alors que la nuit nous enveloppait. Il était près de 10 heures quand j'ai enfin vérifié mon téléphone. Mon écran s'est illuminé d'un flot violent d'appels manqués. 46 de ma famille. Léo en avait encore plus. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je savais déjà pourquoi ils appelaient. Plus tôt ce matin-là, avant de quitter la ville, j'avais programmé un message à un groupe de discussion privée qui incluait la plupart de nos parents. Pas d'objet, pas d'explication, juste un lien, simple et discret. Ce lien menait à une page que j'avais créée moi-même. Pas de commentaires, pas de musique dramatique, pas d'attaque, juste la vérité. Cela commençait par une chronologie de chaque paiement de loyer que j'avais fait pour Camille. Capture d'écran, reçu, confirmation par courriel de son propriétaire. 5 500 €, tout payé par mois. Ensuite, il y avait la liste des textos que Camille m'avait envoyés au fil des ans, me remerciant, promettant de me rembourser quand ces projets décolleraient, insistant pour que je garde le secret afin que nos parents ne s'inquiètent pas. Mais ce qui a tout fait basculer, c'est l'extrait audio, un appel téléphonique de l'année dernière que j'avais enregistré accidentellement. Camille était sur haut-parleur pendant que je conduisais avec mon cousin Julien. Elle se vantait auprès d'un ami d'une fausse offre d'emploi, de contrat de sponsoring, de portfolio de clients,
peignant une vie qu'elle ne menait pas. Julien m'avait alors regardé et avait murmuré, « Elle ment ?» Oui, avais-je dit. Elle ment toujours. À l'époque, cela ne valait pas la peine de la confronter. Mais maintenant, sa voix et ses mensonges étaient mis à nu. De retour à la fête d'anniversaire de Camille, la réaction a frappé comme un front d'orage. Il s'apprêtait à allumer ses bougies quand les téléphones ont vibré simultanément. Au début, les gens ont cru à une alerte enlèvement. Puis, ils ont ouvert le lien. La pièce est devenue silencieuse. Camille a continué à sourire jusqu'à ce qu'elle remarque que tout le monde regardait son écran au lieu d'elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. Mon père a dit à tout le monde de ranger son téléphone. Ma mère n'arrêtait pas de répéter, ne réagissait pas de manière excessive. Elle est juste contrariée. Mais la vérité était plus forte qu'eux. Plus tard, Léa, une cousine qui était à la fête, nous a dit que les gens avaient commencé à partir par vagues. Tante Rose est partie avant que le gâteau ne soit coupé. Julien est parti en riant. Oncle Pierre a confronté Camille juste devant tout le monde, lui demandant si quelque chose dans son « nouveau travail » était réel. Camille n'a pas répondu. Elle ne s'est même pas défendue. Et pendant que tout ce chaos se déroulait, j'étais assise sur la terrasse de ce tranquille Airbnb, regardant les branches des arbres se balancer au-dessus de l'eau calme, ressentant une paix que je ne pouvais nommer. La page avait des statistiques. Je pouvais voir qui cliquait, qui faisait défiler, qui écoutait. J'ai regardé les chiffres grimper en temps réel. Chaque nom était un autre fil qui se détachait de l'histoire que mes parents avaient tissée autour de Camille pendant des années. Puis, 20 minutes après la fin de la fête, j'ai vu quelque chose d'inattendu. Quelqu'un s'est connecté à mon ancien portail de carte de crédit en utilisant l'adresse électronique de mon père. C'est comme ça que j'ai découvert qu'ils utilisaient mon nom pour couvrir leur loyer. Pas une fois, mais pendant 4 mois, près de 3600 €. Ils avaient la carte enregistrée dans d'anciennes applications et des systèmes de paiement automatiques. Pendant que je couvrais le loyer de Camille, ils vidaient discrètement la carte d'urgence que j'avais mise en place des années auparavant. La trahison m'a frappé à plusieurs niveaux, financier, émotionnel, familial. Une sorte d'incrédulité vide s'est installée dans ma poitrine. J'ai appelé la banque le lendemain matin. J'ai signalé les débits, gelé mon crédit, fermé le compte, en ai ouvert un nouveau, et j'ai déplacé chaque euro restant dans un endroit que personne ne pouvait toucher. Je n'en ai parlé à personne. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, ce soir-là, j'ai envoyé un dernier message au groupe de discussion. Pas de graphique, pas de diatribe en colère, juste des mots. Vous avez laissé quelqu'un d'autre souffler mes bougies. Maintenant, regardez ce qui se passe quand j'éteins les lumières. Je ne suis pas votre fondation. Je ne suis pas votre solution de repli. Ce n'était jamais de l'amour. C'était de la commodité. J'ai fini de faire semblant. N'appelez pas. Je vous ai déjà pardonné, mais je ne vous dois rien d'autre. Personne n'a répondu. Et d'une certaine manière, le silence qui a suivi a été le son le plus honnête que j'ai jamais entendu. Le silence a duré plus longtemps que je ne l'avais prévu. Les jours se sont écoulés sans message, sans excuses, sans tentative frénétique de me ramener dans l'orbite familiale. Ce n'était pas la paix, pas encore, mais c'était la chose la plus proche que j'avais ressentie depuis longtemps, un silence étrange et creux qui rendait évident à quel point ma vie avait été bruyante auparavant. Personne n'a dit un mot. Ni Camille, ni ma mère, ni mon père, ni les cousins qui avaient montré un courage soudain lorsque l'indignation était opportune. Même les chuchotements qui parcouraient habituellement le réseau familial semblaient retenir leur souffle. C'était comme si tout le monde attendait de voir ce que j'allais faire ensuite. Et la vérité, c'est que je n'ai rien fait. Pour une fois, la crise ne m'appartenait pas. Le désordre n'était pas à moi de le nettoyer. Lentement, des nouvelles sont parvenues de parents qui avaient encore la décence de se soucier de la vérité. Un matin, tante Sylvie a appelé. Il n'y avait plus de colère dans sa voix maintenant, juste de l'épuisement. Elle a dit que Camille avait disparu des réseaux sociaux, qu'elle avait tout supprimé. Même son profil LinkedIn, qui avait toujours été construit sur le fantasme plus que sur la réalité. Sais-tu ce qui s'est passé avec le travail, a-t-elle demandé, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Non, ai-je dit, il n'y avait pas de travail. Elle a soupiré, de ce genre d'expiration lasse qui se situe entre la frustration et la résignation. Je me suis toujours posé la question, a-t-elle murmuré. Camille n'a jamais semblé avoir de difficultés.
Même quand elle ne travaillait pas, elle flottait, tout simplement. Ça n'avait pas de sens. Flottait. Oui, c'était exactement le mot. Camille avait flotté à travers la vie sur le coussin des sacrifices des autres. Les miens surtout. Mais le coussin avait disparu maintenant, et la gravité venait la chercher. À peu près à la même époque, les critiques contre mes parents ont commencé à s'intensifier. Des membres de la famille ont commencé à les confronter, pas méchamment, mais avec une acuité à laquelle ils n'étaient pas habitués. Pourquoi l'avez-vous laissé mentir comme ça? Pourquoi l'avez-vous encouragé? Pourquoi l'avez-vous laissé profiter de sa sœur? Pourquoi avez-vous fait semblant que tout allait bien? Mes parents ont essayé de déformer la situation. Ma mère a appelé quelques parents, insistant sur le fait que Camille prenait une pause pour sa santé mentale. Elle a blâmé le harcèlement en ligne, comme si la vérité était une foule en colère plutôt qu'un miroir. Mais personne ne croyait plus à cette histoire. Les gens en avaient trop vu. Ma cousine Zoé m'a envoyé un texto en privé. J'ai demandé à Camille pourquoi elle te laissait continuer à payer son loyer. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ai-je tapé? Elle a dit que ça ne te dérangeait pas. Cette phrase m'a frappé plus fort que n'importe quelle accusation. Ça ne te dérangeait pas. Le mépris facile de mes sacrifices. Comme si mon épuisement était imaginaire. Comme si ma générosité était sans fond. Comme si mon silence signifiait mon consentement. Mais ça m'avait dérangé. Ça me dérangeait chaque fois que je rentrais d'une journée de travail de 10 heures et que je voyais une notification de virement automatique apparaître sur mon application bancaire. Ça me dérangeait quand mes parents agissaient comme les bonnes fées de Camille pendant que je jouais la servante invisible. Ça m'a dérangé la nuit où ils ont offert mon anniversaire à Camille comme un cadeau de fête. Ça m'a tellement dérangé que j'avais cessé de respirer sans m'en rendre compte. Et maintenant, j'expirais enfin. Au milieu de tout ce dénouement, quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelque chose de petit mais de puissant. Les parents de Léo nous ont invités à dîner. Ils avaient entendu des bribes de ce qui s'était passé, pas tous les détails financiers, mais assez pour comprendre que ma famille ne me traitait pas avec le soin qu'elle aurait dû. Je suis arrivé en m'attendant à de la pitié ou à une sympathie gênante, mais ils n'ont offert ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, le père de Léo m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu me rappelles moi-même ». J'ai passé des années à soutenir des gens qui ne se sont jamais arrêtés une seule fois pour me demander comment j'allais. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, comme un nœud qui se desserrait. Puis il a posé une question que personne dans ma famille n'avait jamais osé poser. Pourquoi paies-tu encore les factures de tes parents? J'ai cligné des yeux, honnêtement prise au dépourvu. Parce que je l'ai toujours fait, ai-je dit. Depuis mon premier vrai travail. Depuis qu'ils étaient en retard sur leur prêt immobilier. Depuis. Il a levé une main doucement. Oui, mais et toi? Et moi? Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant des jours. Pour la première fois, je me suis permis d'envisager une vie où mes choix ne seraient pas dictés par la culpabilité, où mon argent serait à moi, où mon silence ne serait pas interprété à tort comme un consentement. La mère de Léo nous a apporté du thé et s'est assise à côté de moi. Nous allons bientôt louer une petite maison, a-t-elle dit. Rien d'extraordinaire, mais si vous la voulez, vous avez la priorité. Un nouveau départ. Pendant des années, j'avais vécu dans une maison définie par l'obligation. Leurs besoins, leur confort, leurs règles. L'idée d'un endroit non entaché par cette histoire semblait irréelle, comme un mirage que je n'étais pas sûr de mériter. Mais quand Léo a pris ma main sous la table et l'a serrée une fois doucement, j'ai réalisé que si. Nous avons visité la maison ce week-end-là. Une petite maison blanche avec un grand jardin, une rue calme, la lumière du soleil inondant chaque fenêtre. Pas de fantômes dans les murs, pas de dettes cachées, pas d'attente prête à me tendre une embuscade. J'ai dit oui, et je n'ai rien dit à ma famille. J'ai fait mes cartons tranquillement, méthodiquement, comme quelqu'un accomplissant un rituel de libération. Chaque carton que je fermais avec du ruban adhésif me donnait l'impression de récupérer une partie de moi-même que je ne savais pas avoir perdue. Il n'y a eu ni grand discours, ni confrontation, ni annonce, juste le silence. Un silence propre et intentionnel. À la fin du mois, Léo et moi étions partis. Une nouvelle adresse, un nouveau numéro, une nouvelle vie taillée dans les cendres d'une ancienne. De retour chez mes parents, les murs commençaient à grincer. Camille était toujours sans emploi. La famille ne lui parlait plus. Ma mère avait contracté un petit prêt à un taux d'intérêt prédateur.
Je le savais seulement parce que tante Rose m'en avait averti. Mais je n'ai pas pris contact. Je n'étais pas sans cœur. J'en avais fini. Fini d'être le filet qui rattrapait les chutes de tout le monde. Fini d'être la chose sur laquelle ils atterrissaient et marchaient pour arriver là où ils voulaient. Emménager dans le nouvel endroit semblait surréaliste. Ce n'était pas la maison. C'était le silence. Un vrai silence. Pas le silence tendu et saturé de culpabilité avec lequel j'avais grandi, où quelqu'un attendait toujours que je répare quelque chose. C'était un silence chaleureux et épuré, un air qui n'oppressait pas mes poumons. Léo s'est épanoui aussi. Il était plus léger, plus libre. Il a déballé le dernier carton et a dit « Voilà à quoi ressemble un nouveau départ ». Pour la première fois, je l'ai cru. C'était étrange de voir à quelle vitesse la vie s'est adoucie une fois que je ne portais plus le poids de tout le monde. Les semaines se sont écoulées tranquillement dans la nouvelle maison. Je travaillais, cuisinais, dormais, lisais, me promenais avec Léo le soir. Je n'ai pas consulté l'ancien groupe de discussion. Je n'ai pas ouvert les messages de mes parents. Je n'ai pas regardé l'effondrement de la présence en ligne de Camille. J'ai laissé le silence rester silencieux. Et pour la première fois depuis des années, rien dans ce silence ne ressemblait à une menace. C'était comme une guérison. Pourtant, la douleur ne s'évapore pas simplement parce qu'on cesse de la nourrir. Le deuil avance différemment. Il marche lentement, apparaît dans de petits coins. Certains matins, l'idée de la famille me manque. Pas la réalité de ce qu'avait été la mienne, mais la version que j'aurais souhaité qu'elle soit. Un endroit où quelqu'un aurait remarqué la façon dont je m'étais renfermé sur moi-même à cette table d'anniversaire. Un endroit où ma mère aurait pu dire « c'est sa place » au lieu de « elle apporte l'énergie ». Mais aspirer à ce qui n'a jamais existé n'était qu'une autre façon de leur donner du pouvoir. J'ai choisi d'arrêter. Un après-midi, Léo est rentré avec les courses, fredonnant sous son souffle comme si la vie avait enfin commencé à lui convenir. Je l'ai aidé à décharger les sacs, souriant de la banalité de la situation. C'est ça, cette simplicité tranquille, que j'avais désirée sans le savoir. Puis tout a de nouveau basculé. Quelques jours plus tard, mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ignoré. Puis il a vibré encore et encore. 5 appels manqués d'affilée. Au 6e, j'ai répondu. Chloé ? Mon estomac s'est noué. C'était la réceptionniste de mon bureau. Votre mère est ici, a-t-elle dit. Elle vous attend dans le hall. La pièce a vacillé autour de moi. Mon esprit a parcouru les possibilités, aucune d'entre elles n'étant bonne. Après tout ce qui s'était passé, venir sur mon lieu de travail, mon sanctuaire, me semblait être la dernière frontière qu'elle n'avait pas encore franchie. J'y suis allé en voiture en silence. Mes mains tremblaient sur le volant. Je n'avais pas peur d'elle, mais j'avais peur de ce que sa présence signifiait. La famille ne se présente pas à l'improviste à moins de vouloir quelque chose. Elle était assise dans le hall avec une tasse de café, les jambes soigneusement croisées, comme si c'était un déjeuner décontracté. Elle a souri en me voyant, un petit sourire fragile qui n'atteignait pas ses yeux. « Je ne savais pas comment te parler autrement », a-t-elle dit. Je ne me suis pas assise. Je suis resté debout, les bras légèrement croisés, à une distance polie entre nous. Elle a d'abord essayé de parler de la pluie et du beau temps, a demandé comment allait Léo. M'a dit qu'elle aimait mes cheveux comme ça. Sa voix était douce, presque répétée, comme si elle essayait de s'échauffer avant d'en arriver au vrai scénario. Puis elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque, 5 400 €. Le montant exact que j'avais dépensé pour le loyer de Camille. Ton père et moi, nous avons contracté un prêt, a-t-elle dit doucement. Nous voulions arranger les choses. Pendant un long moment, je l'ai juste regardé. Une colonne d'encre sur un morceau de papier qui ressemblait en quelque sorte à une vie entière d'excuses manquantes. Elle l'a tendu à 2 mains, comme une offrande, comme une trêve, comme la réponse à une question que je n'avais pas posée. Je n'en veux pas, ai-je dit. Je le lui ai rendu. Elle a cligné des yeux, sincèrement confuse. Tu n'en veux pas? Non. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de l'amertume. C'était de la clarté. Me rembourser ne répare pas ce qui s'est passé, ai-je dit. Ça n'efface pas les années où vous avez regardé Camille prendre et prendre sans jamais intervenir. Ça n'efface pas la facilité avec laquelle vous lui avez offert mon anniversaire.
Ça ne change pas le fait que vous m'avez tous laissé être votre filet de sécurité tout en me faisant sentir comme une figurante dans ma propre vie. Les yeux de ma mère se sont embués, non pas de larmes qu'elle avait l'intention de verser ouvertement, mais de cette sorte de brillance tendue et contenue que les gens ont quand ils font enfin face à quelque chose qu'ils ont passé des années à éviter. « Tu es toujours notre fille », a-t-elle murmuré. « Je sais », ai-je dit. « Et je vous pardonne. » Son visage a changé. Surprise, peine, confusion, tout s'est emmêlé. « Mais vous pardonner, ai-je continué, ne signifie pas que je vais revenir. Ça ne signifie pas que je dois quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai fini de porter ça. J'ai fini d'être la forte pour que tout le monde puisse être faible. Je ne vous déteste pas. Je ne veux juste plus vivre comme ça. » Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas supplié. Elle a juste hoché la tête une fois, un petit hochement fatigué, puis s'est levée. Elle a rangé l'enveloppe dans son sac, a lissé sa jupe avec ses mains, et est sortie de mon lieu de travail sans se retourner. C'était la dernière fois que je la voyais. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message vocal de Camille. Elle disait qu'elle avait trouvé un travail de réceptionniste à temps partiel dans une salle de sport. Sa voix était plus basse que je ne l'avais jamais entendue, plus mince en quelque sorte. Mais elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a rien reconnu. Elle a juste dit qu'elle voulait que je le sache. Je n'ai pas rappelé. Pas par dépit, mais par compréhension. Certaines distances ne sont pas des punitions. Ce sont des limites. Et parfois, la seule façon de guérir est de laisser les gens redevenir des étrangers. Quant à mes parents, ils ont fini par cesser d'essayer de me joindre. L'ancienne carte avait disparu. L'argent avait cessé de couler. Je n'étais plus la fondation sur laquelle ils se tenaient. Je n'étais plus la personne qu'ils appelaient quand quelque chose se cassait. J'étais juste Chloé, une femme qui avait demandé une place à son propre dîner d'anniversaire et qui était partie quand on l'avait donnée à quelqu'un d'autre. Avec le recul, je ne ressens plus de colère. Je ne ressens pas de regret. Ce que je ressens, c'est quelque chose de plus pur, quelque chose que je n'avais pas goûté depuis très longtemps, la liberté. Le cycle s'est terminé le jour où je suis parti. La paix a commencé le jour où je ne suis jamais revenu.